Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé formellement l'adhésion de son pays, adhésion accélérée à l'OTAN. Évidemment, ça vous fait réagir. Je vois Michel, Alain qui sont déjà là. Je suis avec Olivier de Bavinkov. Olivier de Bavinkov, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ancien chef d'état-major des forces internationales de l'OTAN en Afghanistan et commandant en chef des forces françaises, toujours en Afghanistan, Olivier de Bavinkov. Cette demande d'adhésion et on va le préciser avec Félix Mathieu, est soutenue par 9 pays membres de l'OTAN, Félix. Oui, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la République tchèque, l'Estonie, Lettonie, Lituanie, Monténégro, Macédoine du Nord. Nous avons vu de nos yeux les effets de l'agression russe, écrivent 9 présidents d'Europe centrale et orientale dans une déclaration conjointe. Nous réaffirmons notre soutien pour la souveraineté, l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est ce qu'ajoutent ces dirigeants après la validation par Moscou des référendums d'annexion dans 4 régions ukrainiennes. Nous ne reconnaissons pas, nous ne reconnaîtrons jamais les tentatives russes d'annexer un territoire ukrainien. Dans leur communiqué commun, ces États européens membres de l'OTAN rappellent qu'en 2008, l'Alliance Atlantique s'était engagée à intégrer l'Ukraine lors du sommet de Bucarest. Adhésion future, mais aucun calendrier précis n'avait été fixé à l'époque. Bien, aucun calendrier précis. Olivier de Bavinkov, est-ce que cette demande peut être reçue rapidement par l'OTAN ou pas? Il y a plusieurs réponses, plusieurs angles possibles à cette question et à ce qui vient d'être dit par votre journaliste. Par notre journaliste, oui. Et en fait, c'est très très difficile, évidemment, parce que c'est un sujet extraordinairement complexe. Moi, il me semble que dans les circonstances actuelles, rien ne permet d'imaginer que l'Ukraine rejoigne l'OTAN dans un proche avenir. Pour 2 ou 3 raisons qui sont des raisons très simples. Oui. La première, c'est qu'il y a d'une certaine façon un accord tacite. Est-ce qu'il y a un paragraphe juridique sur les conditions de rallier l'OTAN lorsqu'un pays est en guerre? Il me semble que naturellement, lorsqu'un pays est en guerre, il ne peut en aucun cas rallier l'OTAN, puisque à partir du moment où il rallierait l'OTAN, les conditions même de la sécurité collective s'appliqueraient à ce pays qui rallie, et donc nous serions obligés de lui porter secours. Et vous savez bien, parce que vous observez attentivement les choses, que l'OTAN n'est pas en guerre avec la Russie et n'entend pas être en guerre avec la Russie. Il n'y a pas d'acte de guerre, il n'y a pas de posture aujourd'hui qui soit des postures offensives, il n'y a que d'une posture défensive vis-à-vis de l'agression et de la guerre que la Russie mène en Ukraine. Mais il y a un deuxième point, et qui est quand même très intéressant. Parce que là, en quittant le théâtre des opérations et en regardant les choses d'un point de vue politique, on voit bien avec le commentaire qui vient d'être fait que les pays de l'Est de l'Europe, ou de l'Europe de l'Est, ce que nous appelions l'Europe de l'Est, ont une perception de la menace russe, ont une perception des risques de débordement du seul théâtre ukrainien, qui les incite à immédiatement répondre favorablement à la demande de l'Ukraine. C'est pas pour autant que les pays de l'OTAN et que l'OTAN en tant qu'organisation va répondre favorablement. Il me semble même qu'il n'y a aucune chance pour les années qui viennent que ceci se produise. Que ceci se produise. Et je suis très content d'avoir votre réflexion, Olivier de Bavinkov. Vous parlez, vous vous exprimez extrêmement rarement. Je suis très très heureux de vous recevoir. Nous allons prendre Michel, Alain, et puis j'ai d'autres questions à mon sens. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Volodymyr Zelensky ne se fait aucune illusion. C'est purement tactique. On va y revenir, mais Michel est à 7 dans l'Hérault. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous vouliez dire, Michel? Eh bien, je voulais dire, à vrai dire, la synthèse qui vient d'être faite est tout à fait pertinente par rapport à mon opinion. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas se mettre en guerre comme ça du jour au lendemain. Il a bien été précisé que les demandes avaient été faites il y a X temps et que finalement, il n'y a pas eu de calendrier. Donc, on était sur un statu quo sans prendre de décision. Et effectivement, se mettre en guerre tout de suite, sans discussion, ça me paraît aberrant. Maintenant, le principal
problème à régler, c'est de stopper cette guerre et c'est mort. Mais là, c'est de la diplomatie entre pays, c'est l'ONU, c'est tout le monde. Et ensuite, il y aura peut-être un plan pour sécuriser les frontières, rassurer les 9 pays qui sont partie prenante pour être protégés et ne pas avoir la Russie directement en frontière. Ça, je le conçois très bien. Je comprends bien leur demande. Mais à mon avis, c'est pas l'heure. Et pourquoi a-t-on attendu autant de temps pour ne pas répondre? Voilà, c'est plutôt ça ma question. Parce que finalement, on s'aperçoit que ça a duré depuis longtemps. Pour ne pas répondre, c'est-à-dire, Michel? Eh bien, c'est-à-dire que le calendrier n'ayant jamais été posé suite aux demandes, on a laissé le statu quo pendant des années et des années. Et finalement, il faut qu'il y ait conflit. Et pourtant, on a vu 200 000 hommes arriver, on a vu des chars, et rien n'a bougé. Non, ils passeront pas. Finalement, ils sont passés. Et puis, on est resté avec notre zéro calendrier sur ces frontières avec la Russie. Je comprends. Vous comprenez la peur de tous ces pays qui sont pas loin de la Russie, qui connaissent bien le pouvoir russe, c'était un pouvoir soviétique à l'époque. Qui n'aurait pas peur avec 6000 bombes atomiques prêtes à partir? Franchement, c'est dérisoire. Enfin, oui. Olivier de Bavinkov. Est-ce que la demande de Zelensky n'est pas purement tactique? Oui, en fait, c'est exactement ça. Le vrai sujet de cette demande, qui est au fond une réponse politique au discours du président Poutine il y a quelques jours au Kremlin, au discours enflammé, qui est un discours anti-occidental, bien davantage qu'un discours contre l'Ukraine, puisqu'il n'a échappé à personne qu'il cite surtout l'Occident et les pays dégénérés, semble-t-il, que nous serions devenus. On se demande pourquoi, alors qu'il cite relativement peu l'Ukraine. Et donc, le discours, la réponse de Zelensky est une réponse politique. C'est une réponse qui vise à montrer à la fois sa détermination et son engagement absolu pour préserver l'Ukraine d'une vassalisation qui était annoncée il y a encore quelques mois. La difficulté que nous allons avoir, forcément, c'est que la réponse me semble aller de soi. Je ne vois pas qu'une adhésion à l'OTAN puisse se produire dans les années qui viennent pour une quantité de raisons qui serait peut-être un peu trop long d'expliquer. Mais par contre, il va falloir éviter que cela provoque cette réponse négative ou cette réponse d'attente ou cette réponse de demain, qui est un demain dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, à dire vrai, je ne le sais pas, puisse entraîner une démobilisation ou un affaissement ou un affaiblissement de la posture de l'Ukraine. Il ne faut pas qu'il y ait une démoralisation des forces vives ukrainiennes par le fait que notre réponse soit une réponse qui ne corresponde pas aux vœux du président Zelensky ou de la population ukrainienne. Et je pense que là, il va falloir faire des signes et des signes tangibles pour montrer que notre engagement reste toujours le même si nous ne voulons en aucun cas être partie prenante de ce conflit en tant qu'organisation intégrée, et même si nous ne donnons pas une réponse favorable à l'Ukraine. Alain est à Lyon. Alain, bonjour. Oui, bonjour. Vous entendez Olivier de Bavinkov qui nous avance toutes les raisons pour lesquelles elle ne sera pas reçue, cette demande. Que dites-vous, Alain, vous? On ne peut être que d'accord. Il nous a coupé l'herbe sous le pied parce que son argumentaire est tellement parfait qu'on ne sait plus quoi rajouter. On se retrouve un peu bête parce que là, nos arguments vont être dérisoires en comparaison. On a affaire à une situation qui est tellement explosive. Oui. On ne maîtrise aucun des paramètres. On ne sait pas qui est quoi, qui fait qui. On est dans une propagande magistrale de l'Ukraine et de la Russie. Tout le monde ment. On ne sait absolument pas. Il se passe quand même des événements très graves. Les pipelines qui sont détruits en mer Baltique. Par exemple, des bombardements dans tous les sens, des menaces de tirer des bombes atomiques. Enfin, la situation est totalement explosive et c'est pas le moment d'aller jeter de l'huile sur le feu en intégrant un pays en guerre
à l'OTAN, Poutine, on le bloque à ce moment-là, on l'oblige à aller de l'avant. Ça, c'est de la pure provocation de notre part à ce moment-là. Donc rien que ça fait que c'est totalement impossible de concevoir cette adhésion. Merci Alain, merci. Olivier de Bavinkov, j'ai une question à vous poser à propos des menaces d'utilisation de l'arme nucléaire de faible puissance. Ramzan Kadyrov, qui n'est pas une provocation près, qui est le président de la République du Caucase, la Tchétchénie, qui fait partie de la Fédération de Russie, qui demande l'utilisation d'armes nucléaires de faible puissance. Mais une arme nucléaire, ce n'est jamais de faible puissance, Olivier de Bavinkov. Mais c'est exactement ça la réponse. La réponse, c'est que évidemment qu'il n'y a pas d'armes nucléaires de faible puissance. Tout ceci n'a aucun sens. Les effets d'une arme nucléaire, quelle qu'elle soit, sont des effets d'une telle abomination, qu'ils entraîneraient l'entrée dans un nouveau monde, et que ce nouveau monde, personne n'en mesure les paramètres. Donc je pense que, je ne sais pas très bien qui est le président de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, il ne me semble pas le penseur le plus averti dans le domaine du nucléaire. En revanche, ce dont je suis certain, c'est que la Russie, qui est une grande puissance nucléaire depuis très longtemps, qui a acquis la maîtrise de la dialectique nucléaire, qui échange avec les Américains et les autres puissances nucléaires depuis très longtemps sur ces sujets, qui sont des sujets extraordinairement sensibles et extraordinairement complexes, maîtrise par contre parfaitement ce que représenterait l'entrée dans une nouvelle ère nucléaire. Et moi je partage totalement ce que vous venez de dire. Quand on fait la différence entre du nucléaire tactique, du nucléaire stratégique, qu'on pourrait utiliser du micro-nuc, du nuc de type Hiroshima, un peu plus gros, un peu moins gros, tout ceci n'a aucun sens. On est en train d'affoler les populations européennes, on est en train d'affoler les populations mondiales, l'inquiétude est immense et il n'y a aucune différence à faire. Ce qui est certain, c'est que celui qui franchirait ce tabou serait instantanément condamné par le monde entier sans espoir de pouvoir s'en sortir. Et ça, je le pense sincèrement. Eh bien, merci beaucoup, Olivier de Bavinkov. Merci d'être intervenu sur l'antenne de Sud Radio encore une fois. Je rappelle que vous avez dirigé les forces de l'OTAN en Afghanistan. Je rappelle que vous avez dirigé les forces françaises en Afghanistan. Général Olivier de Bavinkov, merci pour votre intervention rare, encore une fois, dans les médias et pleine de pertinence, évidemment. À propos de Ramzan Kadyrov, je voudrais quand même préciser une chose et rappeler à ceux qui ne savent pas qu'il tient sa petite république de Tchétchénie sous coupe réglée, que là-bas c'est une dictature en Tchétchénie, que les opposants sont bâillonnés, tués, exécutés, enlevés, enfin etc. et que c'est un défenseur acharné d'un islam rigoureux, il faut le savoir, d'un islam extrêmement rigoureux qui est allié de Moscou. Ça, je voudrais quand même le préciser à l'égard de toutes celles et ceux qui défendent ardemment Vladimir Poutine et ses positions. Voilà, merci donc d'être sur Sud Radio.